La part de Jaurès fut celle du jugement, et c'est la plus belle, car n'importe quel pouvoir a ses pièges, et sans doute aussi ses lois et conditions. Un chef de qui dépendent avancement, faveur et tout, voit le plus laid des hommes. Être salué d'une certaine manière est un mal dont on ne se relève jamais tout à fait. L'expérience fait voir aussi que les tempêtes de l'humeur sont bonnes aux courtisans, comme le fouet aux chiens. Il faut toujours que le pouvoir soit mal entouré. C'est inévitable, par la nature de ceux qui se poussent, et aussi par les parties honteuses que tous montrent à ce jeu. Contre quoi les uns trouvent l'éclat de colère, d'autres le mépris, et d'autres l'indifférence. Mais il faut toujours quelque arme, offensive ou défensive. Il y a de grandes chances pour qu'un homme y devienne misanthrope, s'il est seulement autre chose qu'un vaniteux. Les compétitions aussi, et les attaques obliques, donnent une défiance et même une ruse. Tel est ce voile politique, toujours tendu entre le monde des hommes et le regard gouvernant. Aussi, les meilleurs des gouvernants sont-ils avides de l'art, de la musique et même des idées d'autrui. Voyageurs et amateurs ont leur repos. Il n'était pas nécessaire de voir Jaurès bien longtemps pour reconnaître l'autre espèce d'homme, le contemplateur. Assez de poésie en lui, assez de bonheur en lui, directement fils de la terre, rustique d'aspect, ingénu, sans aucune ruse d'aucune sorte. Restait tel par profonde sagesse, écartant, faisant place devant sa vue, ou bien, si les hommes le pressaient, regardant par-dessus leur tête. Revenant à eux de loin, jetant l'air des perspectives sur eux, les éloignant, les percevant dans la masse. Devant cet œil artiste, je sentis que j'étais un homme entre beaucoup, représentatif, et par là mieux ressemblant à moi-même que je ne puis être pour le politique, qui se demande toujours « que veut-il et qu'offre-t-il » Mais il est clair que ces questions ne venaient point à l'esprit de Jaurès, et qu'elles l'auraient importuné, mieux, qu'elles auraient brouillé sa vue. Je l'entendis juger le politique Caillot, en peu de paroles, et autant que je sais, selon une équitable appréciation. C'était la veille du procès et à l'avant-veille du grand drame où lui-même devait périr. Et j'admirais comment il renvoyait les hommes et l'homme du jour à distance de vue. Sur la montagne il était, considérant la terre et les royaumes, dont il n'avait voulu et ne voulait nulle part. Il est faible de dire qu'il eût été ministre, et premier ministre, s'il l'avait voulu. Il n'était point sur le seuil, il n'appartenait pas à l'ordre des ambitions. C'est encore trop peu dire que, par une profonde culture, il voyait les pièges et les fautes possibles, et qu'il avait coupé les ponts entre le pouvoir et lui. J'ai connu un ou deux hommes de vraie puissance, qui se retranchèrent ainsi dans le socialisme par précaution ascétique. Mais Jaurès n'avait point tant à se défier. Je le vois plutôt cherchant la meilleure place pour être spectateur, et la trouvant bientôt. Établi donc là, ordonnant les hommes et les choses pour lui et pour tous, par les moyens de l'éloquence contemplative. Alors, selon l'occasion, décrivant, analysant, démontrant, toujours faisant marcher ses raisons et ses personnages comme une foule que l'on voit passer. Mais lui ne passe point parmi la foule, il n'est pas dedans. Je ne crois pas qu'il eût jamais une parole pour se défendre lui-même. Il était autant hors de prise, à son banc de représentants du peuple, que s'il fût resté à l'ombre dans son jardin, lisant Homère et Virgile. Il ne pouvait être qu'assassiné. Seul il eut cet honneur.